Bonjour et bienvenue sur Médien TV. C'est toujours l'imbroglio entre le Mali et la Côte d'Ivoire à propos des militaires ivoiriens arrêtés à Bamako le 10 juillet dernier. Alors que la médiation de pays ouest-africains semblait porter ses fruits avec la libération des 3 femmes qui faisaient partie de ce contingent de 49 soldats, Bamako exige désormais des contreparties, à savoir l'extradition de personnalités maliennes de l'ancien régime et apparemment protégées en Côte d'Ivoire. Du côté d'Abidjan, on s'offusque et parle même de prise d'otages tout en menaçant de nouvelles sanctions que la CEDEAO risquerait d'imposer au Mali. Dans ce contexte, quelles solutions de sortie de crise sont encore possibles? Nous en parlons avec notre invité, l'analyste politique et économique ivoirien, Prao Séraphin Yao. Il est en direct avec nous depuis Abidjan. Bienvenue à vous, Prao Séraphin. Merci beaucoup, M. Baldé, pour l'invitation. Et je profite pour dire merci à la télévision Médien TV. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, je le disais, on semblait se diriger vers un début de solution avec la libération récente des 3 femmes qui constituaient ce groupe de 49 soldats, mais finalement, Bamako semble avoir de nouvelles exigences. Se dirige-t-on vraiment vers une solution dans cette crise qui a lieu depuis maintenant 2 mois? Oui, effectivement, je pense que la diplomatie est en train de prendre le pas sur la diplomatie belliqueuse. Parce que n'oubliez pas que la situation que nous traversons, en fait, quand je dis nous, je parle bien des populations ouest-africaines, est vraiment une situation inédite. Parce que vous voyez que depuis que moi je suis né, je n'ai jamais vu une tension pareille entre 2 pays voisins que sont la Côte d'Ivoire et le Mali. Vous vous rappelez que le Mali, depuis 2012, traverse des moments difficiles déjà avec les attaques djihadistes. Et puis bon, nous avons enregistré le coup d'État en 2020. Et vous vous souvenez aussi également que le gouvernement ivoirien, avec à sa tête le président Alassane Ouattara, n'a pas du tout été tendre vis-à-vis de la junte au Mali. Donc vous comprenez que lorsque il se trouve cette situation, vous avez dit de réfléchir que quand même les Maliens n'ont pas tort de prendre cette position. Parce que lorsqu'arrivent ces 49 soldats qui ont été arrêtés, les premières déclarations du gouvernement ivoirien, c'était de dire qu'eux, ils ne reconnaissaient pas du tout ce contingent. Et après, on dit on les reconnaît et que bon, ils avaient tous les papiers. Voyez-vous que c'était vraiment obscur. Or, il se trouve que de temps à autre, il y a des tensions que le Mali rencontre à ses frontières. Bon, vous voyez, donc du coup, il y a des sous-pouvoirs qui cherchent à déstabiliser la junte malienne. Donc voilà le rebondissement que nous constatons ces derniers jours. Nous avons cru depuis le 3 septembre qu'en libérant de façon humanitaire, comme a dit le porte-parole, des 3 femmes soldates ivoiriennes, on avait cru, bien entendu, puisque les 3 femmes et les 46 autres qui sont encore détenues au Mali étaient inculpés pour les mêmes chefs d'accusation. Et voilà que la jeune malienne revient encore à la charge en réclamant une contrepartie. Je pense que ce n'est pas aussi... enfin, il ne faut pas aussi accuser la jeune malienne, hein, parce que, voyez-vous, M. Baldé, rappelez-vous de la rébellion qui a sévi en Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Le Burkina Faso avait constitué, était même la base armée où se trouvaient Soro Guillaume et ses hommes. Et c'est de là-bas, effectivement, que les rebelles venaient déstabiliser la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, voilà le fils de l'ancien président Karim qui est à Abidjan. Il y a aussi un ancien ministre il s'appelle Hubert Koulbaï, qui était quand même un ancien ministre de la Défense et des Affaires étrangères quand même sous Ibeka. Donc ce ne sont pas, excusez-moi, des petits messieurs, des petites personnalités. Ce sont des gens qui ont suffisamment d'argent, qui peuvent peut-être torpiller, je dis bien torpiller, la junte militaire. Donc voilà un peu la situation très compliquée dans laquelle nous sommes. Une situation extrêmement compliquée, sachant que la crise a été déclenchée, en tout cas depuis l'arrestation de ces soldats il y a de cela 2 mois. Je le disais tout à l'heure, c'était le 10 juillet dernier. Alors,
pensez-vous aujourd'hui que quand même, ce sont des soldats ivoiriens qui sont arrêtés et on voit comment ça complique les choses au niveau, au-delà des relations bilatérales entre le Mali et la Côte d'Ivoire, au niveau même de la sous-région. Pensez-vous qu'in fine, au finish, Abidjan peut-être serait quand même obligé de faire une contrepartie, cette contrepartie exigée par Bamako, sachant que aussi ce sont ses soldats? Effectivement, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous ne souhaitons pas que cette situation malencontreuse dure en longueur. Parce que n'oubliez pas que nous faisons partie quand même d'une union monétaire qu'on appelle l'UEMOA. Et par définition, lorsque vous partagez en commun une monnaie, vous avez une destinée commune. Et donc, vous ne devez pas quand même vous attaquer mutuellement. Or, ce que nous constatons là en ce moment, ce n'est pas du tout une bonne chose. Mais je suis très, très, très confiant, très optimiste que nous allons finir par trouver une solution. D'ailleurs, il y a les négociations qui se poursuivent. Hein. Le président Faure et Adema et son ministre des Affaires étrangères continuent toujours les discussions entre les deux parties. Il y a aussi les députés, n'est-ce pas, de notre espace UEMOA qui ont dit à Abidjan tout récemment qu'ils étaient disposés à aussi jouer leur rôle dans cette situation difficile. Et je pense qu'aujourd'hui, à Abidjan, le ton quand même, et je pas qu'au début de cette crise, le président Ouattara, a eu un ton que je trouve cavalier en demandant Manu Militari, je me rappelle bien de son communiqué du 11, où il demandait à la junte de libérer sans délai. Je dis bien sans délai. Vous voyez, en pareille situation, lorsque vos militaires se retrouvent quelque part où ils ne doivent pas être, parce qu'à ce qu'ils sachent, les militaires ivoiriens qui sont dans le contingent de la MINUSMA sont à Mopti au centre et à Tombouctou au nord. Et là, ils se retrouvent comme ça, avec lourdement armés. Vous voyez qu'il y a un peu trop de flou autour de cette affaire. Mais en pareille situation, à mon humble avis, c'est la diplomatie qui devait primer. Ça veut dire la Côte d'Ivoire doit avoir un ton humble. Humble, je dis bien humble. Nous devons être humbles. Ça ne nous grandit pas de brandir aujourd'hui cette menace d'attaque ou bien quoi. Non, on ne peut pas attaquer le Mali et le Mali ne peut pas attaquer la Côte d'Ivoire parce que nous sommes des pays frères. Et il faut primer la diplomatie. Le président Ouattara, je pense qu'aujourd'hui, il est sur cette pente diplomatique où nous devons mettre à terre et parler. Ce que demande aujourd'hui monsieur le colonel Assimi Goïta, ce n'est pas forcément l'extradition, effectivement, de monsieur Karim Keïta et puis Hubert Koulibaly, mais monsieur Assimi Goïta et ses camarades veulent que ces personnalités qui ont demandé l'asile en Côte d'Ivoire restent tranquilles en Côte d'Ivoire, politique tendant à s'apporter, à torpiller et à retarder la réussite pas de la transition. Voilà. Je pense que vers la fin, nous allons trouver une solution médiane qui doit aller vers une déclaration publique de toutes ces personnalités maliennes en Côte d'Ivoire en disant nous prenons l'engagement, moi, Karim Wade et Karim Keïta. Karim Wade, Karim Wade c'est le Sénégal. Hein? Voilà, ancien ministre de la Défense et des Affaires étrangères sous Ibeka, je prends à témoin. Et ça peut être une déclaration commune en présence de tous ces négociateurs dans cette affaire. Et une fois que ces hautes personnalités maliennes en Côte d'Ivoire ont pris langue et ont pris date en faisant cette déclaration, je pense qu'à partir de là, M. Assimi Goïta et ses camarades pourront libérer définitivement, effectivement, les militaires ivoiriens. D'ailleurs, M. Assimi Goïta a dit qu'il faut que nous trouvions une solution durable. Quand il parle de solution durable, mais il a bien raison. Il veut que ceux qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, du Mali, pardon, ceux qui sont au Niger, chez M. Bazoum, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, dans mon pays, avec Alassane Ouattara ici, il faut que calmement, les gens laissent la junte travailler. C'est le vœu du colonel Assimi Goïta. Alors, vous parliez tout à l'heure de Karim Wade en voulant dire bien évidemment Karim Keïta, le fils de l'ancien président IBK. Oui, voilà, effectivement, c'est bien clair et le message est bien compris. Alors, cela dit,
Quand on entend aussi les différentes, entre guillemets, supputations autour de cette affaire, il y a quand même des États ouest-africains qui sont catalogués comme jouant le jeu de Paris. Aujourd'hui, Bamako s'inscrit sur un axe peut-être qui semble opposé ou en tout cas différent. Pensez-vous pas qu'in fine, les ramifications peut-être peuvent être beaucoup plus profondes que ce que l'on ne pense? Effectivement, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous parce que, M. Baldé, n'oubliez pas que lorsque le Mali, M. Assimi Goïta a fait son deuxième coup d'État, n'oubliez pas que la Côte d'Ivoire, par le biais de mon président Ouattara, et ce n'est pas vraiment un secret de polichinelle. Vous savez que M. Ouattara est le président bien-aimé de la France en Afrique de l'Ouest, et il s'en vante d'ailleurs, il s'en vante. Et donc, du coup, vous savez aussi les relations très tendues aujourd'hui entre Paris et Bamako. Et donc, quand un détachement militaire part d'Abidjan en plein midi et quand on les cueille comme des mangues qui sont vraiment à maturité à Bamako, vous comprendrez. C'est tout à fait normal, soyons des humains, que Assimi Goïta et ses camarades voient derrière ces 49 militaires ivoiriens bien le dos de la France ou bien la main obscure de la France. Et c'est ça. C'est pourquoi M. Assimi Goïta dit qu'il faut que nous trouvions une solution durable. Et la solution durable, c'est ça. C'est y compris, effectivement, l'immixtion de la France dans la réussite de la transition au Mali. Il faut que les gens comprennent aujourd'hui, M. Baldé, au XXIe siècle, en 2022, l'Afrique est résolument tournée vers la renaissance. Et nous ne pouvons pas comprendre et accepter qu'aujourd'hui encore, une puissance tutélaire veuille nous retarder au niveau de notre développement. Vous le savez, le Mali a aujourd'hui fourni des preuves tangibles qui vont être présentées à l'ONU sur effectivement l'immixtion française au Mali. Bon, donc, voyez-vous, aujourd'hui, vous comprendrez qu'aujourd'hui, lorsque le Mali refuse la main tendue d'Abidjan, c'est quelque part parce que le Mali pense que derrière M. Ouattara, il y a M. Macron qui est derrière. Ça, il ne faut pas le cacher. C'est ce qui complique les choses. C'est des points de vue en tout cas qui s'opposent en tout cas sur ce débat-là à travers le continent. Alors, il y a un autre point important, Prao Séraphin, on sait ce brassage entre les populations, je dirais même ces liens extrêmement profonds et forts entre populations ouest-africaines, mais surtout entre le Mali et la Côte d'Ivoire. On a vu des artistes maliens qui devaient se produire à Abidjan. Ils ont vu en tout cas leur événement annulé et vice-versa. Finalement, au niveau de la population, sachant qu'il y a une forte communauté malienne également en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il n'y a pas de ressentiment en tout cas au niveau de la population? Est-ce que cela ne s'illustre pas ou ça ne se constate pas dans le quotidien entre ces diasporas maliennes et ivoiriennes? Non. Je puis vous affirmer, puisque moi-même je suis enseignant-chercheur à l'université Alassane Ouattara de Bouaké, et vous savez que Bouaké, c'est Bamako bis, c'est la deuxième capitale, on va dire, du Mali, à l'extérieur de la Côte d'Ivoire et du Mali, bien entendu. Nous vivons en parfaite harmonie avec nos frères maliens. Et d'ailleurs, nous sommes très nombreux à demander à ce que les populations ivoiriennes et les populations maliennes ne se mêlent pas de cette affaire, parce qu'il s'agit de deux États et non des populations des deux pays. Et nous savons, nous-mêmes Ivoiriens ici, je vous le dis en toute vérité, nous considérons que notre président a tort dans cette affaire. Mais bon, nous sommes obligés d'être derrière notre président. Et c'est pourquoi nous demandons tous les jours à notre président d'utiliser la voie diplomatique et aussi de faire profil bas. Parce que le Mali et la Côte d'Ivoire, comme je vous l'ai dit dès l'entame de notre propos, nous sommes deux pays frères et nous sommes condamnés à vivre ensemble parce que nous partageons en commun notre monnaie et une frontière. Nous ne voulons pas d'histoire. Et donc, je ne pense pas que cette affaire dépeigne. Ce sont quelques esprits échaudés qui ont cherché, je ne sais pas, par récupération politique. Vous savez, il y a quelques artistes, quelques organisateurs de spectacles en mal de publicité qui veulent profiter, sauter sur cette affaire, genre pour trouver une fibre patriotique, alors que non. Sur la question malienne, je vous dis que les Ivoiriens sont fondamentalement divisés. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui dire qu'il va y avoir des troubles, des palabres entre les Maliens qui ont bien accepté d'être sur nos sous-sols pour participer à notre développement, et aussi les Ivoiriens qui ont bien voulu aussi aider le Mali en allant s'installer au Mali. Non, je pense que les Ivoiriens et les Maliens sont très matures, très intelligents. Ils arrivent à dissocier cette question hautement stratégique, hautement confidentielle, militaire entre ces deux pays et
nos relations d'amitié entre nous les frères. On fait le distinguo net. On fait donc le distinguo et espérons que rapidement une solution pourra être trouvée. Alors, je le disais tout à l'heure, Abidjan a une nouvelle fois brandi la menace de nouvelles sanctions de la CEDEAO contre le Mali. On sait que le Togo était impliqué et est même impliqué dans les négociations. Le président en exercice de l'Union africaine, le président sénégalais Macky Sall, était à Bamako justement pour essayer de faciliter donc une solution. Alors, finalement, si on voit toute cette sous-région-là et l'ensemble des institutions continentales aujourd'hui qui s'impliquent, qu'est-ce qu'il faudrait peut-être accepter pour le Mali? Parce que le Mali a récemment demandé au Togo la levée des sanctions africaines en raison des avancées réalisées. Qu'est-ce qu'il faudrait peut-être accepter pour le Mali afin de faciliter des voies de solution? Oui, bon, moi je pense que premièrement, il va falloir déjà lever les sanctions africaines contre le Mali. Vous savez, c'est tout ça qui cristallise et qui rend difficile les négociations. Ce n'est pas normal. Lorsque aujourd'hui, M. Baldé, point oui, point non, bon, M. Ouattara et ses amis présidents dans le syndicat, ils brandissent effectivement des menaces et des sanctions. Or, ils oublient qu'il y a un rapport onusien quand même qui a été clair sur l'irruption des coups d'État en Afrique. Qu'est-ce qui fait qu'il y a le coup d'État? C'est la mauvaise gouvernance, c'est la gestion néo-patrimoniale des pouvoirs, c'est le manque de liberté. Et c'est tout ça qui crée et qui conduit vers le coup d'État. Il faut que nous comprenions ça. Il ne suffit pas de venir aujourd'hui pour dire non, je condamne le coup d'État. Mais qu'est-ce qui crée le coup d'État? Voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut lever les sanctions contre le Mali. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, il faut arrêter de menacer le Mali. Parce que quand le Mali demande une contrepartie, la première réponse que nous donnons, ce sont encore mon président Ouattara qui brandit encore des sanctions. Voyez-vous, M. Baldé, en Afrique, nous disons ceci. Lorsque vous avez votre doigt dans la bouche de quelqu'un, on ne tape pas sur sa tête. Et aujourd'hui, mon président Ouattara, pendant que M. Faure et Yadima, pendant que le président sénégalais Macky Sall, pendant que l'ex-président Jonathan fait un effort pour pouvoir sortir nos militaires de ce bourbier, on menace encore à nouveau des sanctions contre le Mali. Non, il faut cesser ça. Et je souhaite que toute la CEDEAO s'implique dans cette affaire. Et je voudrais vous demander autre chose. Je profite de votre antenne pour demander à mon président Ouattara. Le président Ouattara doit, pour moi, associer les anciens présidents ivoiriens. Il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière, le président Gbagbo Laurent a dit « Je suis prêt à aider le président Ouattara dans cette affaire ». Vous savez que le président Gbagbo faisait partie de l'international socialiste. Il a des connexions avec des anciens présidents et des hommes politiques de premier rang au Mali. Merci. Il peut jouer son rôle. Le président Henri Konan Bédié, lui également, il peut jouer un rôle. Il faut associer tout le monde pour que nous trouvions une solution pacifique à cette situation qui n'a que trop duré. Merci à vous. Prao Séraphin Yao, je rappelle que vous êtes donc analyste politique et économique ivoirien et d'Abidjan, d'où vous nous parliez. Merci. On vous souhaite donc un très bon réveil matinal. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup, M. Baldé, et bon vent à Média TV. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. En tout cas, c'est un débat très engagé. Je vous souhaite une très belle journée sur Média TV et bonne suite de programme. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Média TV.